À notre époque, l'information et les idées changent constamment. Il devient difficile de distinguer le vrai du faux. En période d'incertitude, les gens sont enclins à camper sur leur position. Cependant, s'accrocher à ses convictions peut souvent nous empêcher de découvrir la vérité. C'est l'une des raisons pour lesquelles les gens se disputent souvent. L'auteur Adam Grant affirme que tout le monde devrait apprendre à repenser. En d'autres termes, il y a des centaines d'avantages à remettre les choses en question. Cela commence par comprendre que vous ne savez pas tout. C'est peut-être difficile à accepter, mais c'est aussi un outil qui peut vous aider à penser de manière créative et novatrice. Repenser exige de l'humilité. Il nous faut admettre que nous ignorons beaucoup de choses sur le monde. Il y a très peu de choses dont nous puissions être vraiment certains. Reconnaître cela et la possibilité de se tromper est la clé du questionnement. Un prédicateur, un procureur, un homme politique et un scientifique pénètrent dans votre esprit. Le monde déborde d'informations. Nous avons accès à l'information en un instant. Nous sommes constamment bombardés d'informations à un rythme effréné. De plus, l'information évolue à une vitesse fulgurante. Cela signifie que nous devons remettre en question nos convictions. Par exemple, Pluton était considéré comme une planète il y a plusieurs décennies. Ce n'est plus le cas depuis quelques années. D'importantes recherches et de nombreuses années ont mené à la conclusion que Pluton n'est pas une planète. Les opinions des scientifiques ont évolué à mesure que de nouvelles informations ont été disponibles. Il est courant de demander un deuxième avis. C'est facile d'envisager un deuxième avis lorsqu'on a des doutes sur l'opinion de quelqu'un. Par exemple, lorsqu'un médecin vous diagnostique une maladie, vous pouvez consulter un autre médecin. Il est plus difficile d'être objectif lorsqu'il s'agit de nos propres opinions. Il est facile de penser qu'on a raison plus souvent qu'on a tort. Prenons l'histoire de Steven Greenspan, victime d'une escroquerie financière. Steven a une sœur nommée Jen. Jen avait un ami nommé Gary, qui était conseiller financier. Jen et Gary investissaient tous les deux dans un fonds particulier. Ils avaient tous deux constaté des rendements élevés sur ce fonds. Steven a été encouragé à investir son argent dans le même fonds. Il était confiant, fort de leurs expériences et de leurs encouragements. Cependant, il a consulté Anna, une amie proche, qui n'était pas du même avis. Anna a mis Steven en garde contre l'investissement dans ce fonds. Malgré cela, Steven a investi un tiers de ses économies dans le fonds. Il a immédiatement constaté d'énormes gains. Son portefeuille avait augmenté de 25%. Mais du jour au lendemain, il a tout perdu. Le fonds s'est avéré être un système de Ponzi. En d'autres termes, le fonds était une escroquerie. Qu'est-ce qui a conduit Stephen à prendre cette décision désastreuse? C'est une question d'état d'esprit. Il existe 3 types d'états d'esprit dans lesquels nous nous trouvons lorsque nous discutons avec les autres. Ce sont les prédicateurs, les procureurs et les politiciens. L'état d'esprit du prédicateur entre en jeu lorsque vos convictions sont menacées. Vous ferez tout pour protéger et promouvoir vos convictions. L'état d'esprit du procureur se manifeste lorsque vous voyez les failles dans le raisonnement des autres. Vous ferez tout votre possible pour prouver que l'autre personne a tort. L'état d'esprit du politicien est celui qui cherche à gagner un public. Vous essaierez de persuader une autre personne d'approuver vos convictions. Le problème avec ces états d'esprit est que vous ne réfléchissez pas à vos propres opinions. Il ne vous vient jamais à l'esprit que vous pourriez avoir tort. Dans le cas de Stephen, sa sœur agissait comme une prédicatrice. Jen n'arrêtait pas de dire à quel point le fonds avait bien fonctionné. Sa confiance l'a conduite à s'opposer à Anna, l'amie prudente de Stephen. Stephen a également adopté l'état d'esprit du politicien. Il voulait gagner le respect et l'approbation de Gary, qui était conseiller financier. Ces 3 états d'esprit ont conduit Stephen à prendre de mauvaises décisions financières. La solution pour éviter ces états d'esprit est de penser comme un scientifique. Adoptez l'état d'esprit scientifique pour penser objectivement et obtenir plus d'informations. Les scientifiques ne cherchent pas à avoir raison. Ils cherchent à savoir ce qu'ils ne savent pas encore. Ils s'attachent à mettre à jour leur point de vue en fonction des preuves. Il s'agit de prendre des décisions éclairées. Cela ne signifie pas que les scientifiques soient à l'abri des autres états d'esprit. Les scientifiques peuvent aussi penser comme des prédicateurs, des procureurs ou des politiciens. L'essentiel est d'avoir les bonnes motivations. Ne soyez pas attachés à vos croyances ou à vos idéaux. Concentrez-vous sur la découverte plutôt que sur la réfutation de l'autre. Les gens pensent souvent qu'être intelligent signifie que l'on prend toujours de bonnes décisions.
Ce n'est pas le cas. Si vous ne pouvez pas changer d'avis, vous ne prendrez pas toujours les bonnes décisions. Des études montrent qu'un QI élevé rend plus susceptible de tomber dans le piège des stéréotypes. C'est parce que votre cerveau est plus efficace pour détecter les schémas. Cela signifie que plus vous êtes intelligent, plus il peut être difficile de changer vos convictions. Il est souvent plus difficile de reconnaître ses limites. Il est difficile d'admettre que l'on peut avoir tort, même avec de nouvelles preuves. Danser avec ses adversaires. La plupart des gens pensent que les débats consistent à déterminer qui a raison et qui a tort. Cependant, ce n'est pas le cas. Dans les débats formels, votre objectif est de faire changer d'avis votre auditoire. Ils ont une croyance ou une opinion préexistante sur un sujet précis. Dans les débats informels, vous cherchez à faire changer d'avis votre interlocuteur. Beaucoup de gens confondent les débats et les disputes. Ce n'est pas la même chose. Les débats ressemblent davantage à des négociations. Votre objectif est d'obtenir l'accord de votre interlocuteur sur la véracité d'un sujet. La clé est d'ouvrir l'esprit de l'auditoire et non de le submerger d'arguments. Sinon, il se mettra sur la défensive et ne sera pas disposé à écouter. S'il n'est pas ouvert d'esprit, il ne prendra pas en considération ce que vous avez à dire. En somme, vous essayez de convaincre quelqu'un de remettre en question ses convictions. L'auteur Adam Grant compare les débats à des danses. Vous vous adaptez et négociez constamment la direction à prendre. Si vous essayez de trop diriger votre partenaire, elle risque de résister. Si vous parvenez à bien coordonner vos pas, vous pourrez danser en harmonie. Votre objectif n'est pas de contrôler les mouvements de votre partenaire. Votre objectif est de vous déplacer ensemble, en synchronisation. Prenons l'exemple de cette expérience menée auprès de négociateurs amateurs et experts. Des chercheurs ont étudié leur façon de négocier un accord. Pendant la phase de préparation, les négociateurs amateurs dressent la liste de tous leurs arguments. Ils ont des arguments pour et contre leurs propositions. Les experts ont procédé différemment. Ils ont donné moins de raisons de soutenir leur point de vue. Lorsque vous bombardez quelqu'un d'arguments, vous lui offrez une multitude d'options. Dès qu'il trouve un argument faible, il lui est facile de rejeter votre point de vue. Une fois qu'il a rejeté un argument, il lui devient plus facile de rejeter les autres. Cela ne vous aide pas à lui ouvrir l'esprit et à le faire vous écouter. Cela ne fait que lui donner envie de vous rejeter. Les négociateurs experts posent souvent des questions au lieu d'essayer de se défendre avec des arguments. Ils n'ont pas essayé de dominer l'autre partie. Ils ont abordé la situation avec curiosité. Ils ont posé des questions pour obtenir plus d'informations. Les négociateurs experts utilisent ces informations pour parvenir à un accord qui convient aux deux parties. Cela met en évidence un point essentiel. Lorsque vous montrez que vous êtes ouvert à l'écoute et au changement d'avis, votre interlocuteur le sera également. Cela vous rend moins susceptible d'agir en prédicateur, en procureur ou en politicien. Vous montrez que votre objectif est de découvrir la vérité, et non de prouver que quelqu'un a tort. Cela vous rend plus raisonnable et plus crédible. Des études montrent que les personnes prêtes à admettre leurs faiblesses sont perçues positivement. Montrer que vous êtes ouvert à recevoir de nouvelles informations est une qualité. C'est également vrai dans le cadre du recrutement. Les recruteurs sont plus enclins à embaucher des candidats qui connaissent leurs limites. Cela montre que le candidat est désireux d'apprendre. Les responsables des ressources humaines ne souhaitent pas embaucher des candidats qui se vantent de leurs qualifications. Conversation houleuse. Avez-vous déjà vécu une dispute émotionnelle ? Peut-être s'agissait-il de politique, de changement climatique ou de peine de mort. Ces disputes sont souvent difficiles à avoir avec les autres. Elles peuvent engendrer beaucoup de colère et de frustration. Il ne suffit pas d'écouter l'opinion de l'autre. Comme la plupart des gens, le fait d'entendre une opinion différente ne vous fait pas changer d'avis. Cela ne fait probablement que renforcer le sentiment que vous avez raison. C'est là le problème. Avoir deux points de vue opposés crée de la polarisation. La polarisation consiste à créer une division entre deux opposés, comme des croyances. Ce sentiment résulte du biais binaire. Il est naturel pour les gens de simplifier un sujet complexe en deux extrêmes. Par exemple, qualifier un débat sur l'avortement de pour ou contre l'avortement. Le sujet lui-même est très complexe. Il y a beaucoup d'éléments à prendre en compte. La solution est de réaliser qu'il existe un large éventail de points de vue sur un sujet donné. Ce n'est pas un simple oui ou non, pour ou contre. Il existe plusieurs façons d'aborder une question. Cette complexité accrue peut rendre les gens plus humbles. Cela montre qu'il y a des choses que vous ne savez peut-être pas ou que vous n'avez pas envisagées auparavant. Cela vous apporte des informations supplémentaires. C'est une nouvelle étape vers la remise en question de votre position ou de votre croyance sur un sujet.
Prenons l'exemple de ce type d'expérience menée au Difficult Conversations Lab de New York. Les participants ont la possibilité de débattre de l'avortement avec un inconnu pendant 21 minutes. À la fin, vous déciderez tous les deux si vous êtes d'accord sur vos points de vue. Vous pourrez ensuite signer une déclaration commune sur vos points de vue respectifs concernant le sujet. Cette déclaration est publiée sur un forum public. Le laboratoire est dirigé par un psychologue du nom de Peter T. Coleman. Avant le début du débat, Peter vous remet, à vous et à l'inconnu, un article de presse. Cet article traite d'un sujet différent de celui que vous allez débattre, par exemple, le contrôle des armes à feu. Peter donne à chaque binôme une version différente de cet article. La version que vous recevez peut influencer l'issue de votre débat. Supposons que vous et votre partenaire lisiez tous les deux une version qui examine les deux côtés d'un argument. La probabilité que vous et votre partenaire parveniez à un accord après le débat augmente. Dans cette expérience, 46% des binômes ont réussi à se mettre d'accord et à signer une déclaration commune. Dans une autre expérience, Peter a donné aux binômes une version différente de l'article. Cette version différait de la première. La première version examinait les deux aspects de l'avortement. La deuxième version présentait l'avortement comme un problème complexe. Elle présentait plusieurs points de vue. Cela a conduit 100% des binômes à signer une déclaration commune. Ce qu'il faut retenir, c'est que la complexité et la multiplicité des points de vue sont importantes. Essayez d'éviter de simplifier les arguments en deux camps. Cela vous aidera à penser de manière plus critique. Cela vous rendra également moins émotif et moins obstiné face à des questions complexes. Au lieu de cela, vous serez en mesure de gérer ces discussions avec maturité et calme. Il est important d'acquérir cette compétence de nos jours. Nous consommons tellement d'informations à un rythme effréné. Nous ne devons pas nous empresser de simplifier les problèmes. Nous devons reconnaître et apprécier la complexité. Soyez conscient du biais binaire. Essayez d'identifier les points de vue que vous n'avez pas encore envisagés. Ce n'est pas comme ça qu'on a toujours fait. La capacité de repenser n'est pas réservée aux individus. Elle peut également être exercée en groupe. Parfois, cela peut faire la différence entre la survie d'un groupe et sa disparition. Les organisations ayant une forte culture de l'apprentissage peuvent bien enseigner le repenser. Dans les cultures d'apprentissage, il est courant que les gens connaissent les limites de leurs connaissances. Ils savent qu'il y a des choses qu'ils ne savent pas encore. Cela les rend ouverts d'esprit et plus disposés à essayer ou à apprendre de nouvelles choses. Ils sont plus susceptibles d'innover. Voici un exemple de la façon dont le fait de ne pas repenser a failli coûter la vie à quelqu'un. Un astronaute du nom de Luca Parmitano a failli se noyer dans l'espace. Il était en sortie dans l'espace avec son partenaire. Luca a remarqué qu'il sentait beaucoup d'eau à l'arrière de son casque. Il y avait trop d'eau pour que ce soit de la sueur. Il a donc signalé le problème au contrôle de mission. Le contrôle de mission a ordonné à Luca et à son partenaire de mettre fin immédiatement à la sortie dans l'espace. Cependant, cela a quand même pris du temps. Il y avait des protocoles de sécurité à respecter. Pendant qu'ils se préparaient à rentrer, l'eau a continué à remplir le casque de Luca. Il est devenu plus difficile de voir et de respirer. Lorsqu'ils ont atteint le sas du vaisseau, ils ont encore dû attendre. Le partenaire de Luca avait besoin de quelques minutes pour repressuriser le sas pour leur sécurité. Au dernier moment, Luca a pu retirer son casque. Il a survécu. Ils ont appris plus tard qu'il y avait un problème de fuite avec le casque. Avant la sortie dans l'espace, Luca avait remarqué quelques gouttes d'eau sur son casque. Il en a informé l'équipage. Lui et l'équipage spatial ont pensé que cela était dû à la poche à boisson de la combinaison. Chaque combinaison était équipée d'une poche à boisson pour maintenir les astronautes hydratés. Ils ont supposé qu'il s'agissait simplement d'une fuite inoffensive dans la poche à boisson. Ils n'ont pas pensé à enquêter davantage. Le problème, c'est qu'ils pensaient que les fuites de poches à boisson étaient normales. La NASA a tiré les leçons de nombreuses erreurs comme celle-ci. Le fait d'être entouré de personnes très intelligentes peut conduire à un excès de confiance. Lorsque vous êtes trop sûr de vous, vous êtes moins susceptible de faire preuve de diligence en vérifiant quelque chose. La fuite de la combinaison de Luca en est un exemple. Alors, comment créer une culture de l'apprentissage dans votre organisation? Comment empêcher les gens de s'entêter dans leurs habitudes? Comment encourager les gens à repenser? L'apprentissage organisationnel doit être une activité continue. Les gens devraient toujours être encouragés à revoir leur façon de faire. Ils devraient prendre le temps de réfléchir à ce qui peut être amélioré. Dans de nombreuses entreprises,
Il est courant de partager les meilleures pratiques. Cela peut s'appliquer à toute activité professionnelle. Par exemple, il existe des meilleures pratiques pour faire des présentations. Il existe des meilleures pratiques pour communiquer avec un client. Le problème avec les meilleures pratiques, c'est qu'elles sont souvent acceptées sans discussion. Les gens prennent rarement le temps de vérifier si elles fonctionnent toujours. De plus, les gens prennent rarement le temps de vérifier si les meilleures pratiques peuvent être améliorées ou mises à jour. Il ne suffit pas de se concentrer uniquement sur les meilleures pratiques pour obtenir des résultats. Les résultats sont de bons indicateurs à court terme. Cependant, cela peut nuire à l'apprentissage à long terme. Voyez les choses ainsi. Se concentrer sur la performance signifie que vous allez simplement faire ce qu'il faut pour accomplir la tâche. Vous ne réfléchirez pas à la manière dont vous l'accomplissez. Cela peut être désastreux si le processus ou la stratégie n'est plus efficace. Vous prenez tellement l'habitude de simplement le faire d'une certaine manière. Vous ne vous arrêterez pas pour vous demander si le processus fonctionne toujours. Les bonnes stratégies sont axées sur la réflexion et le repenser. Les bonnes stratégies se forment lorsque les gens sont autorisés à remettre en question et à innover. C'est parce que les gens peuvent penser de manière créative et plus critique. Dans votre organisation, efforcez-vous d'amener les gens à réfléchir et à évaluer. Ne vous concentrez pas uniquement sur le résultat. Échapper à la vision étroite. Beaucoup d'entre nous ont grandi avec un seul plan en tête. Vous avez peut-être décidé, à l'âge de 7 ans, que vous deviendriez médecin. Vous orientez tous vos choix scolaires dans ce sens. Mais que se passe-t-il lorsque votre plan échoue? Que faire si vous rencontrez des détours? Pour la plupart des gens, repenser le plan n'est pas la première réaction. Lorsqu'une stratégie échoue, la nature humaine nous pousse à nous y tenir et à redoubler d'efforts. Cependant, c'est généralement le moment où il faut changer de plan. Les recherches montrent que c'est particulièrement vrai pour les entrepreneurs. Pourquoi les gens s'obstinent-ils à appliquer la même stratégie si elle ne fonctionne pas? Les coûts irrécupérables sont un facteur. Le biais du coût irrécupérable survient lorsque l'on persiste à faire quelque chose, même si cela tourne mal. C'est généralement parce que cela vous coûte des ressources précieuses, comme du temps ou de l'argent. La plupart du temps, on devient très attaché à ces décisions. Vous ferez tout votre possible pour rationaliser votre décision. Plus que tout, vous voulez avoir raison, même lorsque les preuves montrent que vous avez tort. Cela fait partie de la psychologie humaine. Il est facile de s'engager dans une décision particulière. Cela peut facilement devenir une partie intégrante de votre identité. Disons que vous avez choisi d'étudier la littérature anglaise à l'université. Vous avez choisi cela parce que vous aimez lire. Au fur et à mesure que vous progressez, vous réalisez que vous détestez écrire. Vous n'êtes pas obligé de terminer cette filière. Vous êtes autorisé à changer de filière pour quelque chose d'autre. Autorisez-vous à être ouvert à d'autres possibilités ou options. Ne pas le faire peut vous empêcher de grandir. Vous ne vous donnez pas la chance d'en apprendre davantage sur vous-même, vos préférences ou vos passions. Assurez-vous de prendre le temps de repenser vos projets et vos engagements. Vous avez peut-être voulu quelque chose il y a longtemps, mais ce n'est peut-être plus le cas aujourd'hui. Ne laissez pas les coûts irrécupérables vous empêcher de poursuivre quelque chose que vous n'aimez pas. De nombreux étudiants tombent dans ce piège. Ils sont sûrs du métier qu'ils veulent exercer à l'âge de 20 ans. 10 ans plus tard, ils détestent leur travail. Restez toujours curieux de nouvelles possibilités et de l'avenir. Le point essentiel à retenir est de ne pas avoir peur de lâcher prise et d'essayer quelque chose de nouveau. C'est particulièrement vrai pour les choix de carrière. Il faut des essais et des erreurs. Parfois, on apprend qu'on est meilleur dans un autre domaine. Il est normal de laisser tomber quelque chose qui ne fonctionne pas. Vous avez le droit de changer de stratégie, voire de métier. Conclusion. Dans ce livre, vous avez appris l'importance de savoir ce que vous ne savez pas. Les êtres humains sont très sujets aux erreurs, aux biais et aux mauvais jugements. Cela fait partie de la nature humaine. C'est pourquoi vous devez apprendre à remettre constamment en question vos idées. Tout d'abord, vous avez découvert les états d'esprit typiques des gens concernant le raisonnement. Souvent, les gens sont soit des prédicateurs, des procureurs ou des politiciens. Ils se concentreront sur le fait de faire changer d'avis une autre personne. Malheureusement, ces méthodes ne font que rendre plus difficile l'écoute de votre interlocuteur. Vous avez moins de chances de les faire changer d'avis. Au lieu de cela, il est préférable de penser comme un scientifique. Soyez humble face aux limites de vos connaissances. Soyez curieux d'apprendre des autres. Cela rendra les autres personnes plus réceptives à votre égard.
S'ils sont prêts à écouter, il est plus facile de raisonner avec eux. Deuxièmement, vous avez appris comment aider les autres à repenser. Aider les autres à repenser ne consiste pas à se disputer. Il ne s'agit pas d'imposer vos croyances à une autre personne en vous basant sur la logique. C'est plutôt comme des danses ou des négociations. Vous devez travailler ensemble pour vous mettre d'accord. Vous et votre partenaire de négociation devez être prêts à vous écouter et à faire preuve d'ouverture d'esprit l'un envers l'autre. Troisièmement, vous avez appris à éviter les biais binaires. Ceci est particulièrement important lorsque l'on discute de sujets sensibles sur le plan émotionnel, comme l'avortement. Il est essentiel de comprendre qu'il existe de multiples façons d'aborder une question. Penser de manière critique signifie apprécier la complexité d'un problème. Quatrièmement, vous avez appris que le fait de repenser en groupe peut favoriser l'innovation et la créativité. Ne vous attachez pas trop aux traditions. Prenez le temps d'évaluer si une méthode ou une stratégie est toujours efficace. Enfin, vous avez appris comment le fait de repenser peut vous aider à sortir de la vision tunnel. Il est très facile de s'attacher à un seul objectif, comme une carrière. Ne laissez pas les coups irrécupérables être un obstacle pour vous. Gardez toujours l'esprit ouvert aux nouvelles directions et possibilités. Il est très facile de se laisser entraîner dans une seule façon de penser, surtout avec Internet et les médias sociaux. C'est pourquoi il est important d'apprendre à repenser, gardez toujours l'esprit ouvert. Restez curieux. Cela vous aidera à penser de manière plus critique aux différents problèmes et enjeux. Vous devriez aspirer à apprendre tout au long de votre vie. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, partager et vous abonner à notre chaîne pour plus de contenu. Merci de votre attention.